Au sommaire des actualités TVCO cette semaine, une visite guidée du Club Med Québec Charlevoix. Tourisme Charlevoix lance une campagne de promotion hivernale. Maison Mère ira de l'avant avec la phase 1 de ses travaux de réaménagement. Un spectacle de violoncellistes au domaine Forgette. La guignolée des médias remporte un bon succès. Laurent Aymon présente l'exposition Oiseaux sauvages à la salle Pierre-Perrault de la bibliothèque René-Richard. Et au sport, on parle du retour du triathlon de Charlevoix. Bonne émission. Le nouveau Club Med Québec Charlevoix a été inauguré cette semaine et on vous a préparé une visite guidée. C'est dans un secteur paradisiaque du massif de Charlevoix que le premier Club Med québécois voit le jour. Une architecture moderne alliant les matières telles le bois et la pierre, conçue pour permettre une vue à 180 degrés sur le fleuve Saint-Laurent et la montagne du massif. Pour moi, d'abord, j'ai beaucoup voyagé dans mon ancienne vie. Le Québec, c'est un des plus beaux endroits au monde. Puis à l'intérieur du Québec, la plus belle région, pour moi en tout cas, c'est Charlevoix. Dès son arrivée, le client est pris en charge par un employé du Club Med. Rien n'est laissé au hasard. L'entrée principale est aménagée de sorte qu'on se sente déjà en vacances. Une immense œuvre d'art qui s'intitule Courte Pointe en 4 temps pour souligner l'offre de services sur 4 saisons orne le mur central de la salle. C'est un partenariat important avec le groupe Le Massif. Connaissant le potentiel exceptionnel de la montagne et la richesse de Charlevoix, cette nouvelle opportunité était vraiment stimulante à mes yeux. Mon cœur de skieur était sensible à la pérennité de la plus belle montagne de ski de l'Est du Canada et mon âme d'entrepreneur était motivée à l'idée de contribuer au développement de Charlevoix. Ainsi, les clients peuvent profiter du ski, de la luge en hiver et des promenades en sentier, du vélo de montagne à l'été et à l'automne. Beaucoup d'autres activités sont également offertes dans le cadre du tout inclus. D'avoir une activité, entre autres l'hiver, mais aussi le printemps puis l'automne, c'est quelque chose qui est toujours recherché dans le domaine du tourisme. Ça permet aussi d'avoir des employés qui sont là à l'année, parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, on est dans une situation où c'est de plus en plus presque impossible, mais j'allais dire au moins difficile, de trouver des employés qui viennent juste pour l'été. Le complexe compte au total 302 chambres, dont 25 suites de luxe qui donnent accès à un salon exclusif et à un service de bar. Une atmosphère chaleureuse et rustique se dégage des chambres luxueuses où le confort et la vue spectaculaire améliorent l'expérience. Ce 29 novembre est vraiment un grand jour pour le Club Med. Et vos propos, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, Monsieur le Président cher Daniel, nous touchent. Et j'en suis sûr, sont allés droit au cœur de nos équipes. Ils témoignent de ce que, ensemble, dans un contexte de pandémie mondiale, nous sommes parvenus à construire en moins de 3 ans, avec un investissement global de 130 millions de dollars, un nouveau joyau qui va accueillir ses premiers clients dès le 3 décembre. Chaque client a accès au bar, ainsi qu'aux aires de restauration qui proposent des thématiques et des plats inspirés du terroir québécois. Pour se reposer, se ressourcer ou encore pour garder la forme, le client a droit à une panoplie de services
dont la piscine avec une vue imprenable sur le Saint-Laurent, le gym, l'espace spa et sauna qui, en plus d'offrir des soins thérapeutiques, offre des cours de yoga et de relaxation. Le Club Med Québec Charlevoix mise sur l'expérience immersive, tant chez les adultes que chez les enfants. C'est pourquoi les clubs enfants sont offerts de 0 à 17 ans et permettent un vaste éventail d'activités sportives, musicales et créatives. L'ouverture officielle du premier Club Med québécois est prévue le 3 décembre et affiche déjà complet pour le temps des fêtes. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Tourisme Charlevoix a présenté cette semaine sa nouvelle campagne de promotion hivernale et je me suis entretenu à ce sujet avec le directeur général de Tourisme Charlevoix, Michel Dion. Michel Dion, bonjour. Bonjour. On vient de le dire, ça a été une semaine faste pour le tourisme et le tourisme hivernal dans Charlevoix. Vous annoncez votre nouvelle campagne, mais auparavant, on ne peut pas passer à côté. Parlons un peu de l'inauguration du Club Med. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça représente dans les communautés? Est-ce que c'est un peu, comment je dirais, est-ce qu'on a analysé l'impact d'un Club Med quand ça débarque dans une communauté? Puis qu'est-ce que vous anticipez comme impact de l'arrivée de ce gros joueur dans Charlevoix? En fait, au niveau du Club Med, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières années, Tourisme Charlevoix, on a beaucoup essayé d'attirer une clientèle internationale puis de faire connaître Charlevoix comme une destination de calibre international. Mais quand on arrive avec un projet Club Med, bien, c'est un peu comme la concrétisation un peu du statut international d'une destination. Puis ce qui est intéressant en plus, c'est que ça permet d'aller chercher, via le grand réseau du Club Med, des clientèles que traditionnellement, on n'avait pas nécessairement dans Charlevoix. Ceci dit, on apprenait cette semaine que, contrairement à tous les autres hôteliers de la région, le Club Med ne percevra pas la taxe pour le développement de l'industrie touristique. Pourriez-vous nous expliquer d'abord pourquoi, puis peut-être, avant toute chose, nous dire comment ça fonctionne, ça, cette taxe-là, et à quoi ça sert? La taxe sur l'hébergement, c'est une taxe de 3,5 % qui est perçue sur le prix de la nuitée. Cette taxe-là, elle est retournée aux associations touristiques régionales comme Tourisme Charlevoix. Et avec ça, ce que ça nous sert, là, c'est vraiment tout l'outil, les munitions pour faire la promotion, la visibilité de la région, mais aussi tout ce qui est le développement et la structuration de la destination, notamment des aides financières au développement de produits. Donc, c'est vraiment l'effort de guerre, le butin de guerre, si je peux dire, de la région. Et ça vous rapporte combien par année dans Charlevoix? C'est près de 3 millions de dollars par année, là, 2,8, 2,9, bonhomme à l'an. Et comment se fait-il que le Club Med ne percevra pas cette taxe pour vous la remettre? Le Club Med, c'est classifié comme un centre de vacances. Et les centres de vacances qu'on fait référence traditionnellement plus comme des camps de vacances, je pense par exemple Camp le Manoir, des choses comme ça, n'ont pas à collecter la taxe sur l'hébergement. Donc, c'est du fait que ce sont classifiés comme ça qu'ils sont exemptés de collecter cette taxe. Pensez-vous que cette situation-là va continuer? Est-ce que, il me semble que le Club Med devrait contribuer par la taxe sur l'hébergement à faire la promotion de la région? C'est certain que cette situation-là va changer car la ministre Proulx, la ministre du Tourisme, a annoncé cette année donc l'abolition du système de classification qui va faire qu'il n'y aura plus ces différentes catégories-là. Donc, tout le monde devra percevoir la taxe sur l'hébergement. Mais c'est sûr qu'en attendant ça, ce qui peut prendre encore des mois et des mois, c'est une perte de fenêtre d'opportunité pour la région parce que c'est des munitions supplémentaires qu'on aurait pu avoir pour continuer de soutenir nos entreprises puis de faire la promotion de la région. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, parlons justement de la promotion de la région. Vous annoncez 1,2 million que vous allez investir cette année pour la promotion du tourisme hivernal et ça se fait en deux volets. D'abord, il y a le passeport attraction Charlevoix. Vous reprenez une expérience qui a été tentée là, dans les derniers mois, je dirais même, parce que ça s'est tenté cette année. Parlez-nous un peu des passeports que vous proposez. Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. Le modèle est un peu calqué sur les passeports attrait qui avaient été lancés par le ministère du Tourisme. On était une des régions qui s'en était vendue le plus au Québec. Donc, on avait vraiment une très forte demande de ce côté-là. Et la question qu'on s'est posée à Tourisme Charlevoix, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se dit
Au niveau de l'été, là, puis je pense même qu'on s'en était parlé ensemble, là, au niveau de l'été, on ne peut plus tant grandir. Là. On est pas mal rendu au maximum qu'on peut aller, mais il y a d'autres saisons où il y a vraiment de la place pour grandir, des taux d'occupation qui sont à 25-30 des fois durant l'hiver et tout. Donc, on s'est dit, il faut faire une initiative wow pour favoriser le tourisme hivernal. Et on a décidé de lancer une collection de passeports Attraction Charlevoix, qui est dans le fond un nouveau programme qu'on a créé où on a investi 535 000, notamment là, pour offrir des rabais aux consommateurs. Ce qu'on comprend, là, c'est 2 à 4 activités. Oui, donc ça fonctionne comme cet été. On achète un passeport, ça nous donne 30 de réduction sur 2 à 4 activités que l'on peut pratiquer seul ou en famille. Oui, c'est ça. Le modèle cette année, avant, c'était si vous avez 2 activités, c'était 20 3, c'était 30, 4, c'était 40. Ouais. Nous, c'est un 30 fixe, donc que ce soit 2 ou 4 activités. Et oui, ça permet justement là, d'offrir des rabais considérables quand on jumelle plusieurs activités. Et vous espérez vendre combien de passeports si vous vous fiez sur vos ventes de cet été? Bien, en fait, la limite qu'on s'est... Ouais. La limite qu'on s'est donnée, c'est vraiment le 400 000 qu'on s'est réservé comme aide directe aux entreprises pour faire la subvention. Donc, ça représente environ 1,6 million en vente de passeports attrait. Après ça, l'enveloppe sera épuisée. Là, on pourra avoir des discussions à savoir qu'est-ce qu'on fait après, mais pour l'instant, 1,6 million, c'est la cible. Et il y a toute une série de personnes qui offrent des services, bien sûr, dans l'industrie touristique, qui acceptent le passeport, mais ce n'est pas tout le monde. Hein? Entre autres, on constate que le massif n'est pas là encore là, pour ce qui est des passeports cette année. Oui, effectivement, le massif avait été approché pour embarquer. Puis, ils ont décliné là, parce qu'il y avait d'autres projets sur la table, d'autres priorités. Donc, pour l'instant, ils ne font pas partie, mais peut-être que ça changera dans un avenir. À suivre. En terminant, vous allez également soutenir la promotion du tourisme hivernal dans Charlevoix par le biais d'une campagne télévisée. Pouvez-vous nous dire brièvement là, en quoi elle consiste et quel marché vous visez avec cette campagne? Bien, il y a évidemment la publicité télé traditionnelle au Québec qu'on fait pendant l'hiver. C'est la première qu'on fait sous notre nouvelle image de marque, donc l'attraction terrestre. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est une campagne massive de notoriété, notamment sur les marchés anglophones du Québec, mais aussi sur l'Ontario. Ça va être la première fois qu'on a une pub télé anglophone en Ontario puis sur le Québec anglophone, si je peux dire. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit comprendre qu'en cette période de COVID, il faut le dire, vous délaissez un peu le marché international puis vous investissez plus dans le marché, je dis le marché local, mais disons le marché national. Est-ce que vous avez donc modifié vos clientèles en conséquence? Bien, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait fait pandémie ou pas pandémie. Okay. Là. C'est vraiment une volonté forte qu'on avait. C'est des marchés de proximité, donc ça représente vraiment de belles opportunités pour nous. Mais c'est certain qu'avec, par exemple, l'arrivée du variant Omicron puis tout ce qui se passe en ce moment, bien, c'est venu juste justifier encore plus cette démarche-là. Michel Dion, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne saison hivernale en espérant que vous connaîtrez ou que l'industrie de la région connaîtra autant de succès que l'on en a connu cet été. Alors, encore une fois, merci, Michel Dion. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Maison Mère entreprend d'importants travaux de réhabilitation de ces espaces d'hébergement. Il y a des gros chantiers à venir et j'en parle avec Élisabeth Tailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, tout d'abord, en quoi consistent les travaux qui ont fait l'objet de soumission publique cette semaine? Absolument. Donc, on parle vraiment de la restructuration de l'édifice, le bloc 2, afin d'accueillir l'auberge des balcons, parce qu'on sait qu'il y aura l'espace bleu dans ce secteur-là. Donc, oui. il faut vraiment mettre à niveau ce nouveau secteur-là pour les accueillir. Donc, ce que l'on comprend, c'est que ce projet n'est pas lié à ce qu'on appelait là, la requalification des espaces pour travailleurs. C'est un autre projet. Là, exactement. Ce sera vraiment un autre dossier. Donc, hier, le 2 décembre dernier, lorsqu'on a ouvert les enveloppes, ça s'adressait vraiment à la requalification de l'endroit pour accueillir l'espace-là, ce bloc-là que l'on appelle le bloc 2. Ça, c'est le bloc 2. C'est ça qui va être rénové. Et c'est là que s'en vient l'auberge de jeunesse. Absolument. Puis j'en profite pour dire, c'est là que sont nos studios également. Oui. On les voit bien là-dessus. Absolument. Donc, il y a combien d'entreprises qui ont soumissionné?
On a 4 entreprises qui ont déposé hier leur candidature. Oui. Je peux vous nommer donc le montant le plus élevé et le montant le plus Oui, bas. c'est des travaux importants. Absolument. Évalué bon, c'est ça. Au début, c'est évalué entre 700 quelques mille à 5 millions. Ça pouvait être dans cette... Dans cette fourchette de prix. Exact. Donc, on a l'entrepreneur Poinco Inc. qui s'est évalué à 2 997 423 $. Donc, presque 3 millions, ça, c'était le plus élevé. Exact. Et le plus bas, on a Construction Rénovation M. Dubo pour 2 226 650 $. Donc, en temps normal, c'est le plus bas soumissionnaire qui devrait entreprendre les travaux. Oui, normalement. Par contre, à l'heure actuelle, on attend une analyse de conformité de la firme BMD. Donc, selon la directrice générale Gabrielle Leblanc, les travaux, si tout va bien et tout est conforme, devraient débuter en janvier 2022 et devraient se terminer au printemps 2022. Et je pense que c'est important de le rappeler, là. On ne parle pas ici des travaux qui seront éventuellement requis en phase 2 pour réaménager les espaces pour les travailleurs là, qui sont actuellement utilisés à Maison-Mère. Exactement. Elisabeth, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Domaine Forgette présente un spectacle bien spécial mettant sur scène 8 violoncellistes et 1 contrebassiste. Elisabeth Tailleur. J'accueille Vincent Bélanger, directeur artistique de l'ensemble de violoncelles Les Neufs de Montréal. Bonjour, Monsieur Bélanger. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Qu'est-ce qui vous amène dans Charlevoix en ce moment? Ah, c'est notre... je viens vous parler de mon concert le 12 décembre au Domaine Forget. Oui, absolument, qui va se faire au Domaine Forget dans la grande salle, j'imagine. Exactement, la grande salle. Qui est, au point de vue acoustique, c'est un des chefs-d'œuvre, hein, des salles qu'on a au Québec. Absolument. Donc, on se paye... on se fait plaisir, les Neufs. On va jouer au Domaine Forget. Qu'est-ce que les Neufs? On est 8 violoncelles et 1 contrebasse. C'est ça, pas de violon. Pas de violon. Pas du tout, non. Le violoncelle, c'est un instrument qui fait le pont entre la contrebasse et le violon. Donc, et dans les arrangements qu'on a choisis, ou que même moi je fais, j'exploite ça beaucoup. Tu sais, j'aime exploiter le registre extrême. Oui. L'objectif, ce que j'aime dire, c'est l'objectif est de surprendre l'auditeur OK. pour les capacités du violoncelle. On est venu cet été, on a fait un concert au Domaine Forget cet été. Puis ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé de revenir. OK, c'est ça. Ah oui, oui. Et puis là, c'est un tout nouveau répertoire. Qu'est-ce que c'est comme répertoire? C'est plus classique ou c'est quelque chose de peut-être plus contemporain? Je vous dirais, les Anglais appellent les classiques pop. OK. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme dans l'esprit de la Pietà, par exemple, dans Gilles Dubois, la Pietà. Alors, par exemple, on fait le Boléro de Ravel, qui est une pièce qui est très connue des mélomanes. Et puis dans un arrangement que moi-même j'ai fait, parce que il existe beaucoup d'arrangements. Tu sais, des fois, comme directeur artistique, on cherche des pièces, comme des arrangements originaux, tout ça, et j'en trouvais pas du Boléro de Ravel. Et puis c'est le producteur de GFL Productions qui m'ont dit « Vincent, le Boléro de Ravel, ça se ferait-tu? Oui. » J'ai fait mes recherches. On l'avait déjà fait une fois, puis j'étais pas content de l'arrangement, c'était pas très le fun. Fait que ce que j'ai fait, cette fois-ci, j'ai décidé de A à Z de refaire l'arrangement du Boléro de Ravel. OK, wow. Oui. À ça, on ajoute de la musique un peu folklorique avec François Dompierre. Oui. Alors, un Canadien errant avec Danny Boy. On rajoute un l'Adagio de Samuel Barber. Et on fait une suite Carmen. Vous savez, Carmen, l'opéra Carmen, qui est l'opéra le plus connu. Qu'on connaît, absolument. C'est quasiment plus de la musique classique. Oui. C'est de la musique qui fait partie de notre ce qu'on appelle la mémoire collective. C'est ça, hein? Fait qu'on fait une suite Carmen. Donc, on danse à travers plusieurs styles. Et puis, évidemment, on a notre compositeur en résidence, Christian Thomas, originaire de Québec, qui la première voix, il nous avait fait adaptation, et cette fois-ci, il nous fait 2 pièces. Alors, Chant d'espoir et Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, ça se veut une pièce un peu humoristique sur la pièce de théâtre, parce que... Oui, c'est ça, inspiré exactement, de Molière. Exactement. Donc, c'est une musique qui va être très humoristique, très théâtrale. Le violoncelle, c'est un instrument qui est tellement merveilleux. C'est très riche. Puis tu sais, vraiment, là, les gens vont être surpris. S'ils sont venus la première fois, là, ils vont dire « Oh mon Dieu, on peut aller plus loin. » Oui, on pousse plus loin. Les gens qui me connaissent savent que j'aime aller toujours d'un extrême à l'autre. Là. OK. Donc, c'est ça qui est agréable du violoncelle. Donc, on va jouer dans le très aigu ou dans le très grave. Lui, Étienne, dans une des pièces, je lui demande carrément de désaccorder sa corde grave pour avoir une note encore plus grave. Okay. Alors, ça fait une espèce de son oui, tombe, extrêmement riche, exactement. C'est un peu ça. Et bon, ben l'ensemble... Vous êtes ensemble depuis longtemps? Ça fait longtemps que vous jouez ensemble?
L'ensemble, ça fait 2 ans, depuis 2019. OK. Bon, on avait joué ensemble en 2018 au Festival de Lanaudière. Oui. Nous étions 12 à l'époque. Puis moi, j'ai préféré garder moins de 10 parce qu'on peut jouer avec la musique de chambre et le côté orchestral. Oui, Ça nous donne 2 plans. Je comprends. Pour l'auditeur, ça va donner... Il y a un côté vraiment très apothéose à certains moments Oui. et quelquefois très intimiste. OK. Par exemple, la pièce de François Dompierre, ça commence avec la mélodie d'un Canadien errant. Et c'est tout en trio. C'est avec elle, Christine, qui commence avec contrebasse. Et puis, elle n'est pas là. C'est pas sur les photos. Mais je veux dire, elle commence et ça se fait comme un petit trio. Puis après ça, Ça devient plus gros, ça prend de exactement. l'ampleur. OK. Ou le boléro de Ravel, on commence petit, encore une fois. Ça commence au milieu, puis ça grossit comme ça. Pour terminer, M. Bélanger, Oui. déjà, à quoi les gens doivent s'attendre le 12 décembre prochain au Domaine Forget? Oh, ils vont s'attendre à découvrir un son. Ben, premièrement, leur salle, c'est-à-dire le Domaine Forget, qui est, comme je vous dis, c'est une des premières salles appropriées pour la musique classique, la musique de chambre, dans l'histoire du Québec, une des plus belles. Hein? Alors, ils vont s'attendre, on va rendre honneur à leur salle, j'ai envie de dire. Puis, bon, le violoncelle, hein, ça va être 8 super violoncellistes, un super contrebassiste, puis de découvrir des choses que le violoncelle. Peut-être qu'il y en a qui vont découvrir des choses qu'ils connaissaient du violoncelle et d'autres que pas, mais ça va être de la musique pour faire aimer de la musique, ça, certainement. Alors, on invite les gens à découvrir les Neufs de Montréal le 12 décembre prochain à la salle du Domaine Forget. Merci beaucoup, M. Bélanger. Le plaisir était pour moi. Vous avez été nombreux à contribuer à la guignolée des médias le 2 décembre dernier et TVCO y était. Bien, ça se passe bien. Écoutez, on a la belle température, j'ai plein de bénévoles. Tu sais, on a vraiment les pompiers, les ambulanciers, les bénévoles du centre communautaire. Tous les médias sont là. Donc, le Charlevoisien, TVCO et CIHO. Fait que, tu sais, c'est toujours une belle équipe. C'est sûr que les gens n'ont pas nécessairement prévu tous de la monnaie parce que maintenant, on n'en a plus. Sauf qu'il y a toujours moyen de venir donner là, à ceux qui n'avaient pas de monnaie sur eux, de venir donner un don direct au centre communautaire. Fait que ça aussi, là, tu sais, d'ici Noël, on ramasse des dons, puis même à l'année, parce qu'on a besoin de sous à l'année. Là, on nourrit des gens à l'année, évidemment. Surprise ce matin, je te savais pas. Ils ont besoin chez bon. Donc, ces sous-là servent à compléter nos paniers de Noël en achat de denrées là, périssables. Parce que ce qu'on ramasse, c'est des denrées non périssables. Puis nous, avec les sous, on achète des denrées, là, soit des mets préparés, des choses comme ça, fraîches, pour mettre dans les paniers de Noël. Et on se garde toujours une réserve pour le reste de l'année parce qu'on profite de la générosité du temps des fêtes. C'est pour ça qu'on ramasse beaucoup de sous et de denrées durant cette période-là. Mais il ne faut pas oublier que le reste de l'année aussi, tout le monde doit se nourrir. Donc, on a des besoins à l'année. C'est sûr que là, les besoins sont beaucoup plus grands cette période-ci. C'est une nécessité aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont mal pris depuis déjà plusieurs années, puis tu peux pas faire autrement que donner un petit coup de main quand c'est possible. Ceux qui en ont besoin, puis tout ça, c'est une bonne organisation. C'est une très bonne idée. Ça n'en prend encore plus que ça. Merci. Bye. Je sais que la situation est pas facile cette année, fait que j'espère, parce qu'on a quand même 2 points là, de cueillette, j'espère qu'on va pouvoir atteindre au moins le 10 000 cette année. Là. Nous avons rencontré le photographe Laurent Aymon qui nous présente de magnifiques oiseaux sauvages à la salle Pierre-Perrault de la Bibliothèque René-Richard. Le photographe Laurent Aymon a toujours aimé capter les animaux et les personnes pour les figer dans le temps. Je pars du principe qu'à un moment donné, on en perd toujours des bouts.
Donc, avec les photos, ça fait des repères. Ça permet aussi de montrer aux autres les photos, exemple, les photos de voyage. Un parcours atypique permet à l'artiste de développer ses talents sur plusieurs années. J'étais intéressé par la chasse, mais je n'aimais pas tuer. OK. Donc, je me suis équipé d'un appareil photo numérique lorsqu'ils sont sortis. Et j'ai commencé à faire de la photo de même. Mais la première, vraiment début, c'est notre voyage, moi puis ma conjointe puis des amis en Chine, où elle a dit, on y aura rien qu'une fois, j'ai trouvé un bon appareil, puis prends des photos. Donc, j'avais pris des photos, effectivement. Là, je pense que j'en avais pris environ 4000. Wow. Ben, on photographie. C'est ça. Au numérique, ça va vite. Là. On passe devant une rue où il y a plein de statues, on les photographie à peu près toutes, là, lorsqu'on commence vraiment. Là. Et ainsi de suite. Par la suite, je ne suis pas nécessairement en photo animalier, mais j'aime faire de la photo animalière. Oui, c'était ça ma prochaine question. Est-ce que vous avez un peu une thématique ou une photographie un peu ce qui vous inspire sur le moment? Ce que je trouve beau, plaisant, puis un peu spécial. Je veux dire, je suis un photographe général, amateur. J'essaie de me spécialiser de plus en plus. Entre autres, je me suis inscrit au niveau de l'athlétique. Je prends des photos en voyage, je prends des photos lorsque je me promène, je prends des photos autant des personnages que des animaux, que des éléments. L'exposition présentée à la Bibliothèque de Baie-Saint-Paul offre un panorama de plusieurs espèces d'oiseaux, notamment du Québec. Effectivement, il y a des photos qui viennent d'ici. Il y a des photos qui viennent de Québec, de Clermont, j'en ai de la République dominicaine, de Cuba et d'autres pays du Sud. Puis, est-ce que, dépendamment de l'endroit, vous avez remarqué que parfois c'était plus facile de photographier certains oiseaux ou comment ça se déroule? Les photos marins sont les plus faciles. Okay. Parce que, un, ils ne sont pas à travers des arbres. Ils sont souvent sur le bord de la plage ou des choses comme ça. Donc, ils sont beaucoup plus faciles. Puis, ils ont une bulle plus petite parce qu'ils sont habitués aux touristes. Comme tous les petits oiseaux, comme l'oiseau qui est là-bas, là, qui marche sur le bord de l'eau. Là. Il y en a une cinquantaine. Les autres vont s'envoler si on s'approche à peu près à cette distance-là. Okay. Tandis que d'autres oiseaux vont s'envoler, il faut se mettre à peu près à 20 pieds là, pour aller photographier les plus. La patience et la chance sont souvent les alliés du photographe, ce qui permet d'immortaliser des moments uniques. C'est une question de patience aussi. Comme prendre un héron qui avale le poisson, on peut arriver et l'avoir de suite, comme on peut prendre 2 jours. 2 jours? Ah oui, je veux dire, avant qu'on arrive au bon moment, là, c'est une question de chance. Exemple, le rubis à tête rouge, c'est pris dans le parc Alexis le Trotteur. Et j'ai été 2 jours de temps, mais je n'avais pas mes appareils photo, c'était un pigard à tête blanche qui était là. Donc lorsque je suis arrivé, pour photographier le pigard, c'était le rubis qui avait pris sa place. Juste tant qu'être là, tu vas passer au collège. Une prochaine exposition sur les personnages est prévue dans la prochaine année. Pour toute information et pour l'achat d'une œuvre, rendez-vous sur place ou contactez l'accueil de la bibliothèque René Richard. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des Grandes Ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, le triathlon de Charlevoix revient en 2022. Et bonne nouvelle, parce que ça revient le 17 juillet 2022, pour être plus précis. Donc là, et en plus, c'est que dès janvier,
les gens vont pouvoir s'inscrire là, pour être sûr d'avoir une place parce que je pense que c'est un événement d'envergure qui va être populaire avec son retour. Oui, absolument. Ça fait longtemps quand même que le triathlon se déroule dans la région. Oui, bien, un petit peu un volet historique. C'est en 2004 que la première compétition a eu lieu dans Charlevoix. Et là, il faut préciser que l'événement qui va s'en venir, elle va être devancée 2 semaines. Ça, c'est pour éviter les vacances de la construction parce que je pense que si on les met en même temps, bien, ça va avoir peut-être un petit peu un conflit par rapport à ça. Oui, puis c'est particulier parce que ça nous indique que les gens doivent faire attention pour avoir de la place pour recevoir les athlètes dans Charlevoix. Absolument, absolument. Donc, on y va un peu pour son logistique là, pour devancer tout ça. Et en termes de programmation, on prévoit peu de changements au niveau de l'organisation. Ça va être pas mal de globalité pareil. Mais évidemment, on va dévoiler la programmation complète dans les prochains mois. Même s'il n'y a pas de changement, on va le faire quand même pour informer les gens de ce qui s'en vient comme tel. Par ailleurs, Maxime, il y a un jeune hockeyeur de la Malbaie qui rêve à participer aux Jeux du Canada en 2023. Oui, donc on parle du défenseur Louis-Alex Tremblay qui vient de la Malbaie. On le voit là, oui. On le voit là, lui qui rêve aux Jeux d'hiver du Canada de 2023. C'est la bonne nouvelle parce que c'est loin, 2023. 2022 pas commencé. Oui, bien écoute, on s'y prend d'avance parce que c'est des gros jeux, c'est des gros tournois qu'il faut planifier. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que ce jeune-là est un défenseur à l'heure actuelle. Et là, il bataille pour une place pour faire partie de l'équipe Québec des 16 ans et moins, pour être l'un des 14 défenseurs sélectionnés dans un tournoi qui va se dérouler à l'île du Prince-Édouard. Donc, on voyage également pour faire du hockey, et ça, c'est la beauté de la chose. Et il n'est pas seul dans sa famille là, à avoir été sélectionné, ou en tout cas à essayer de faire partie de la sélection. Oui, il n'est pas seul parce que son frère jumeau, qui s'appelle Félix également, les 2 frères ont été sélectionnés pour faire le camp de l'équipe de la capitale nationale. Ça, c'est en vue des Jeux du Québec hiver 2021. Donc là, si vous comprenez, là, on a comme 2 tournois là-dedans qui rentrent en ligne de compte là, par rapport à ça. Alors, si on sait que les voyages forment la jeunesse, on ne peut pas dire que les voyages du Canadien forgent des victoires. Oui, ça, c'est un peu plus compliqué parce que là, tout d'abord, on a eu un gros ménage attendu dans l'organisation parce que là, on a eu congédiement de Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson. Est-ce que ça vous a attristé, M. Jodoin? Non, ça ne m'a pas attristé. Moi, Marc Bergevin, honnêtement, depuis le dossier André Markov, depuis ce temps-là, j'avais comme eu un petit titillement face à Marc Bergevin. Bien là, de savoir que l'ère Bergevin est terminée, je ne cacherai pas que je suis un peu ravi parce que l'équipe allait nulle part un petit peu dans sa direction. Et là, on sait qu'il le remplace maintenant. Oui, donc là, c'est Jeff Gorton qui agit comme vice-président hockey. Là, maintenant, il va rester à nommer un directeur général francophone pour faire un peu l'intermédiaire entre l'équipe, les médias et les partisans. Et là, il y a beaucoup de noms qui sont sortis en ligne de compte. Là, on pense à Mathieu Dash, à Stéphane Quintal, à Vincent D'Anfos, à Patrick Roy. Il y en a eu beaucoup. Là, présentement, les rumeurs vont vers Patrick Roy. Lui, il a manifesté l'intérêt pour être DG. Par contre, M. Roy, on sait qu'avec les Remparts de Québec, poste qu'il a actuellement, il occupe le poste d'entraîneur et le poste de DG. Donc, lui, c'est un homme de pouvoir. Et à Montréal, est-ce qu'il va avoir autant de pouvoir qu'il a avec les Remparts? Je ne pense pas. Mais on me dit qu'on a recommencé à scander son nom au forum. Oui, alors après les défaites qui s'accumulent, là, on commence à crier son nom, M. Roy, qui lui serait intéressé. Comme je dis, j'ai hâte de voir comment ça va aller, mais pour une question de pouvoir, de délégation de pouvoir, moi, j'aurais de la misère à imaginer Roy avec Jeff Gorton travailler conjointement. C'est pour ça que je pense peut-être plus à un Mathieu Dash qui, lui, pourrait accepter d'avoir un rôle plus secondaire. Mais bon, des fois, des surprises peuvent arriver, mais je ne sais pas. Est-ce que M. Maudson a indiqué à quelle date le choix serait fait? Il n'y a pas de date concrète. C'est ça, moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Est-ce que le CH va passer l'année entière avec juste Gorton au pouvoir? Peut-être. Moi, je m'attends à ce qu'il nomme un DG avant la fin de la saison. Je ne vois pas pourquoi ce qu'il ne nommerait pas avant. Là. Donc, avant les fêtes, après les fêtes, ça reste à voir. Mais c'est sûr et certain que cette année, il faut s'attendre à le voir, ne serait-ce que pour les médias et les partisans, d'avoir notre DG québécois. C'est à suivre, M. Jodoin. Absolument. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine.